à l'abonnement normal. Et on va commencer par une œuvre qui, elle, n'est pas un amuse-bouche, qui est Aïda, hein, qui est la mauvaise, comment dire, la mauvaise idée d'être entouré de fanfares, de trompettes et autres. Certains ne retiennent que ça, alors que c'est quand même un pur chef-d'œuvre de musique Oui, et très de clair. douceur. Mais bon, Bruno va nous en parler beaucoup plus savamment que je ne l'en ferai, et ce dont je le remercie. Donc, bienvenue au nouveau, et puis content de revoir content de revoir les anciens, et évidemment d'écouter, non pas l'ancien, mais en tous les cas le présentateur habituel qui, avec son énergie, son enthousiasme et ses connaissances, va nous faire apprécier l'œuvre que nous verrons samedi soir. Je m'en réjouis d'ailleurs d'inaugurer, enfin non, puisqu'on l'avait inauguré avec Handel, mais de pouvoir parler en début de saison de Verdi, de Giuseppe Verdi. C'est toujours un plaisir pour moi que de parler de cet immense compositeur que j'adore personnellement, et je ne suis pas le seul, et de parler notamment d'un des grands chefs-d'œuvre du répertoire lyrique qui est Haïda. Alors, nous allons parler plus particulièrement d'une nouvelle production qui est signée Shirin Neshat, dont on reviendra, hein, on reparlera un peu plus tard de Shirin Neshat, qui est une metteuse en scène iranienne installée aux États-Unis. C'est une production en fait qui est une fausse nouvelle production. C'est la première fois qu'on la donne à l'Opéra de Paris, mais c'est une production qui a été créée en 2017 au Festival de Salzbourg, qui a été reprise ensuite 5 ans plus tard de nouveau à Salzbourg. Shirin Neshat avait un peu retravaillé sa mise en scène. Et la version, si je puis dire, que nous proposons à l'opéra, c'est celle de 2022, légèrement encore aménagée par Nechat, mais globalement quand même, c'est la version, c'est le travail qu'elle avait fait lors de la reprise de 2022 à Salzbourg. Ça, c'est pour replacer donc dans le contexte. Alors, Giuseppe Verdi, alors on reviendra hein, bien évidemment sur cette production, mais vous avez peut-être lu déjà des critiques, puisque donc la production est donnée depuis le 24 septembre, elle sera donnée jusqu'au 4 novembre, et je crois que vous y allez le 4 octobre, c'est bien ça, oui, vous y On y allez le va 4 samedi, ce octobre, samedi. voilà, à l'Opéra Bastille. Alors, je rappelle que Aïda est une production, est une œuvre en 4 actes, donc qui a été créée en 1871. Elle dure 3h05, dont un entracte. Donc c'est pas une œuvre extrêmement longue, comme souvent chez Verdi, hein. 3h05, dont un entracte. Alors, Verdi, ce qu'il faut vraiment présenter Verdi, cet immense compositeur qui est né en 1813, l'année aussi de Wagner, qui est mort en 1901, et qui est, avec Wagner, justement, sans doute la plus grande figure de l'opéra du 19e siècle. Et plus globalement, si on étend au-delà du 19e siècle, c'est un des plus grands compositeurs de l'histoire de l'opéra. Alors, on a souvent tendance à dire que Verdi, en fait, a connu deux périodes créatrices. Il a eu d'abord, donc, ce qu'il a appelé lui-même ses années de galère, ces années de galère où il a écrit un certain nombre d'opéras qui ont connu des succès plus ou moins mitigés. Il a connu quand même un grand triomphe qui était le Nabucco à l'époque, un immense Nabucco, qui est ce grand manifeste, je dirais presque, du Risorgimento italien, avec le chœur Va Pensiero. Mais Verdi va attendre en fait 1851 pour connaître un basculement, si je puis dire. Sa carrière va connaître un basculement avec donc la création de Rigoletto. Il va ensuite enchaîner deux grands chefs-d'œuvre que sont le Trouvère et Traviata, ce qu'on appelle la trilogie populaire. Et ensuite, son style évolue considérablement, se veut, même s'il va toujours puiser dans le bel canto, il va faire évoluer son style musical et dramatique, et on va avoir ce qu'on appelle la période de maturité verdienne, avec tous les grands chefs-d'œuvre que l'on sait, que ce soit Un bal masqué, que ce soit La force du destin, que ce soit Don Carlos, que ce soit Aïda, que ce soit Othello ou Falstaff. Voilà. Donc, immense compositeur que Giuseppe Verdi. Alors, quelques mots sur la genèse d'Aïda, qui est très particulière d'ailleurs. Euh, alors, en 1867, Verdi donc crée Don Carlos à l'Académie impériale de musique en France. Et 2 ans plus tard, 1869, il est sollicité par donc le bey d'Égypte, le vice-roi d'Égypte, pour écrire une ode à l'occasion de l'ouverture du canal de Suez
et de l'ouverture du nouvel opéra au Caire qui a été créé pour cette occasion. Il a été construit pour cette occasion. Et donc, on lui demande à Verdi d'écrire une ode. Et Verdi refuse en disant qu'il n'est pas un compositeur, qu'il n'est pas fait pour écrire comme ça des œuvres de circonstance. Donc il refuse la demande. Et puis, le vice-roi d'Égypte ne veut pas renoncer. Il ne veut pas renoncer à la demande qu'il a faite à Verdi et il va utiliser l'entremise de Camille Dulocle, qui est à l'époque directeur de l'Opéra Comique et qui a écrit le livret du Don Carlos. C'est pour ça que je vous ai précisé que le livret du Don Carlos avait été écrit 2 ans auparavant. Et donc Dulocle connaît très bien Verdi. Et que va faire Duloc? Eh bien, il va adresser à Verdi un feuillet de 4 pages, une sorte de scénario, futur livret, qui s'appuie sur un argument écrit par Auguste Mariette. Auguste Mariette, égyptologue de son état, égyptologue français, qui dirigeait les fouilles de Luxor et qui était un proche du vice-roi d'Égypte. Et donc, Duloc transmet justement ce scénario à partir de l'argument écrit par Auguste Mariette autour d'une figure qui s'appelle la figure d'Aïda. Et Verdi lit le scénario de Duloc et le refuse de se lancer dans l'aventure. Duloc revient à la charge quelques mois plus tard et Verdi refuse toujours de se lancer dans l'aventure. Alors, eh ben, Mariette et le vice-roi vont biaiser. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont adresser un courrier à Verdi en lui disant la chose suivante. Si vous refusez d'écrire un opéra autour d'Aïda, nous confierons le soin à Gounod ou à Wagner d'écrire la partition. Là, le sang de Verdi ne fait qu'un tour, son orgueil est touché, si je puis dire, et Verdi commence à regarder d'une façon un peu différente le scénario écrit par Camille Duloc. Il s'aperçoit tout à coup qu'il est très intéressant et il décide, bien évidemment, de se lancer dans l'aventure. Nous sommes en l'été 1870. Et puis, en quelques mois, le livret est d'abord écrit en prose par Camille Duloc, et ensuite il est traduit en italien par Antonio Ghislanzoni. Et le livret est donc prêt, Verdi se lance dans la partition, et en février 1871, tout est prêt. L'instrumentation est faite, etc. Et normalement, par contrat, l'œuvre doit être créée quelque temps plus tard au Caire. Sauf que, le projet prend du retard. Pourquoi? Parce que les décors et les costumes qui ont été supervisés par Auguste Mariette lui-même à l'Opéra de Paris, c'est l'Opéra de Paris qui fabrique les décors et les costumes. Ils ont pris du retard. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la Commune, trouble politique en France. Et donc, l'acheminement des décors et des costumes a pris du retard, et donc l'œuvre ne sera créée qu'en décembre 1871 à l'Opéra du Caire avec un succès absolument phénoménal. Sauf que Monsieur Verdi n'a pas décidé de se rendre au Caire. Il n'a pas voulu faire le déplacement. Donc, eh ben, Aïda connaîtra une nouvelle création 2 mois plus tard à la Scala de Milan, cette fois-ci en présence de Verdi, avec un nouveau triomphe qui ne s'est jamais démenti depuis. C'est une œuvre qui n'a jamais connu de traversée du désert et qui pendant très longtemps a été l'œuvre la plus populaire avec des œuvres comme Carmen ou comme Faust. Donc Aïda est vraiment un des grands fleurons du répertoire lyrique et un des plus grands, des œuvres les plus populaires de Verdi, incontestablement. Voilà rapidement brossé la genèse d'Aïda. Alors, de quoi ça parle? En quelques mots, on connaît tous Aïda. Ça se passe dans l'Antiquité. En Égypte, nous sommes dans un contexte de guerre entre, d'un côté, l'Éthiopie et, de l'autre côté, l'Égypte. Affrontement entre les deux pays. Et il se trouve que un militaire qui s'appelle Radamès, qui est un des généraux de l'armée égyptienne, est amoureux d'Aïda. Aïda, c'est une esclave éthiopienne, donc qui fait partie du peuple qui est l'ennemi de l'Égypte. C'est une esclave éthiopienne, et elle est l'esclave d'Amnéris. Et Amnéris est la fille du roi d'Égypte. Et donc, il se trouve qu'Amnéris
est amoureuse de Radamès, mais qu'elle n'est pas payée de retour. Radamès est amoureux d'Aïda et Aïda est amoureuse de Radamès. Donc on a une histoire d'amour compliqué à Troie sur fond de conflit entre d'un côté l'Égypte et de l'autre l'Éthiopie. Il se trouve que l'Égypte va de nouveau affronter l'Éthiopie. Et qui va être nommé général en chef de l'armée égyptienne? Radamès. Il n'est nommé pas par le roi, mais par les dieux d'Isis et d'Osiris, l'immense Ta, qui a désigné Radamès comme général en chef de l'armée égyptienne, car la religion ou le religieux est extrêmement important à cette époque en Égypte. Ce sont les grands prêtres, et notamment le grand prêtre Ramphis, ce sont les prêtres, et notamment le grand prêtre Ramphis, qui font la loi, si je puis dire, l'autorité spirituelle l'emporte sur l'autorité temporelle. Donc Radamès est désigné comme donc général en chef de l'armée égyptienne. Et il va donc triompher de ses ennemis. Il revient donc en triomphateur et il va être célébré comme tel. Et que va faire le roi? Il va tout simplement offrir la main de sa fille, Amnéris, à Radamès. Et bien évidemment, Radamès est désespéré puisqu'il aime Haïda, et Haïda est également désespéré. Amnéris, par contre, triomphe. Les prisonniers éthiopiens, dans le cadre justement de ce triomphe, sont présentés. Ils arrivent et parmi les prisonniers, un homme qui va prendre la parole au nom de ces prisonniers pour demander au roi sa mansuétude, la libération justement de ces prisonniers. Et cet homme n'est autre qu'Amonasro. Amonasro est en fait le père d'Aïda et il est également le roi d'Éthiopie. Sauf que personne ne le sait en Égypte. Ils ne savent pas que cet homme qui est en train de prendre la parole est le roi d'Éthiopie, car il s'est déguisé, il a retiré ses atours de roi, il a pris les atours d'un simple soldat, et donc l'Égypte ne sait pas qu'ils ont entre leurs mains le roi d'Éthiopie. Ils ne savent pas non plus, bien sûr, qu'Aïda est la fille du roi d'Éthiopie. Ils pensent que c'est une esclave lambda, mais ils ne savent pas qu'Aïda est la fille d'Amonas. Et donc Amonasro prend la parole, demande la mansuétude du roi. Le roi, par l'intercession de Radamès, veut leur accorder justement cette mansuétude, libérer donc tous les prisonniers, sauf que Ramchis, le grand prêtre, et les prêtres refusent cette libération. On tranche, on trouve un intermédiaire, les prisonniers seront libérés, ne resteront que deux personnes, Amonasro, qui semble être le porte-parole des prisonniers, et Haïda, comme garantie de la paix entre les deux peuples. Que va faire Amonasro, qui est donc le père d'Haïda? Eh bien, il souhaite prendre sa revanche sur l'Égypte. Or, bientôt, il va y avoir de nouveau une confrontation entre l'Égypte et l'Éthiopie. Nous ne sommes pas en période de paix. Et donc, Amonasro, il va vouloir découvrir des secrets militaires, obtenir des secrets militaires de Radamès pour pouvoir mieux vaincre ensuite l'Égypte. Comment va-t-il chercher à les obtenir? En demandant à Haïda, sa fille, de les obtenir auprès de Radamès. Et il va faire jouer quoi? La corde patriotique en lui disant: tu dois privilégier ton pays sur ton amour pour Radamès. Obtiens de Radamès ces secrets militaires dont j'ai besoin. Et donc, une nuit, c'est l'acte du Nil, où Haïda a rendez-vous avec Radamès, il y a un duo d'amour merveilleux, où Haïda essaie de convaincre Radamès de le suivre en Éthiopie, de partir en Éthiopie pour pouvoir vivre en plein jour leur amour réciproque, alors qu'ils savent qu'en Égypte, ils ne pourront jamais vivre cet amour. Radamès hésite, résiste, finalement se laisse séduire, et au moment où il y a cette ouverture, cette fragilité, que fait Haïda? Elle lui dit: mais pour pouvoir nous sauver, il faut qu'on utilise un chemin sûr. Est-ce que tu peux, du coup, il ne faut pas qu'on passe par là où se trouvera l'armée égyptienne. Donc, où se trouvera-t-elle? Et donc, Radamès lui livre le secret militaire, lui dit où se trouveront les troupes égyptiennes. Amonasro, le père d'Aïda, était derrière, était caché. Il triomphe. Il a enfin ce secret militaire. Il va pouvoir prendre sa revanche sur l'armée égyptienne.
Radamès est désespéré parce qu'il s'aperçoit qu'il a été joué et qu'il a livré des secrets malgré lui. À ce moment-là, les Égyptiens arrivent avec Amnéris. Ils cherchent, ils attrapent Radamès. Ils veulent faire prisonnier également Haïda et Amonasro, mais Radamès protège la fuite d'Amonasro et d'Haïda. Radamès est donc arrêté et il est livré aux grands prêtres et aux prêtres pour être jugé. Il est menacé, bien évidemment, d'être condamné à mort pour haute trahison. Alors, un personnage central va intervenir, Amnéris, la fille du roi amoureuse de Radamès. Elle demande à voir Radamès, pourquoi? Parce qu'elle veut le convaincre d'avouer d'une certaine façon son crime pour éviter la peine de mort, de reconnaître d'une certaine façon les faits pour éviter la peine de mort parce qu'elle veut le sauver. Mais Radamès ne veut rien entendre. Il veut mourir. Pourquoi il veut mourir? Parce qu'il est convaincu qu'Aïda est morte, n'a pas pu fuir et qu'elle est morte. Donc, l'Agi ne mérite plus d'être vécu. Donc, il va se laisser condamner devant les grands prêtres. Il veut mourir. Amnéris veut le convaincre, rien n'a fait. Radamès veut mourir. Et donc, lors de ce procès où les grands prêtres et Ramchis veulent faire avouer à Radamès, par 3 fois, on lui demande s'il est. Radamès ne dit rien, il ne dit pas un mot, et en ne disant pas un mot, il est bien évidemment, il se condamne lui-même à la mort. Face à ce tribunal terrible, presque de l'Inquisition, pourrait-on dire, Amnéris-là, elle maudit les prêtres, elle veut obtenir de Ramchis la vie, en quelque sorte, de Radamès, qu'il soit sauvé, mais rien à faire, les prêtres le condamnent à mort. Amnéris est désespéré et maudit les prêtres. Dernière scène, Radamès a été emmuré vivant. Sa condamnation à mort, c'est il est emmuré vivant dans un tombeau. Et là, il est nostalgique, il repense à Haïda, et puis il pense qu'il va terminer, bien évidemment, il va mourir tout seul, et puis tout à coup, il entend un bruit, il se retourne, et qui est là? Haïda, qui a réussi à pénétrer dans le tombeau, et elle a décidé de se sacrifier avec lui, et l'opéra se termine sur un merveilleux duo pianissimo, une sorte de prière commune, où, d'une certaine façon, l'âme des deux personnages monte déjà de façon presque prémonitoire, même s'ils ne sont pas encore morts, mais c'est leur âme, à travers cette prière, qui monte progressivement au ciel et l'opéra se termine sur cette note éminemment poétique. Voilà l'histoire d'Aïda, formidable histoire, passionnante histoire que celle d'Aïda. Alors, 2 mots sur le livret, très important. Parce que, alors, je vous ai dit que c'était Camille Duloc qui avait écrit le livret en prose et ensuite Guy Lansoni, donc ensuite l'a versifié en italien. Mais bien évidemment, le véritable librettiste d'Aïda, c'est Auguste Mariette. C'est lui qui en est la source. C'est lui qui a pensé, qui est l'auteur, comme je vous l'ai dit, de l'idée originale autour d'Aïda. Ça, c'est absolument capital. Et pour écrire son argument, Haïda, eh ben, Auguste Mariette, qui était un lettré, s'est appuyé sur beaucoup de sources. Il s'est appuyé notamment sur le grand historien grec qui était Hérodote. Il s'appuie également sur Racine, sur le théâtre de Racine, sur Métastase aussi, immense librettiste sur lesquels Handel a écrit de nombreux opéras basés sur les livrets de Métastase. Et également, il va s'appuyer sur une autre source, il va s'appuyer sur des hiéroglyphes qui datent notamment, il va beaucoup se renseigner sur la période Ramsès III, 1200-1100 avant Jésus-Christ. À telle enseigne d'ailleurs que même si dans le livret on ne précise pas le contexte historique du sujet, eh ben, on peut imaginer que ça se passe sous Ramsès III. Donc, un livret très lettré, c'est-à-dire qu'il s'est beaucoup documenté, euh, Mariette, pour pouvoir être le plus authentique, le plus fidèle possible, pour traduire de la façon la plus réaliste possible, si je puis dire, le contexte antique, le contexte égyptien de l'époque. Donc, il joue un rôle
absolument central. Mais il ne joue pas que ce rôle. Parce que non seulement il écrit le scénario, mais également il va informer Verdi, il ne va cesser d'envoyer des informations à Verdi, parce que Verdi lui-même souhaitait se renseigner sur la période, donc Mariette va lui le fournir en renseignement. Et puis, dernière chose absolument capitale, c'est Mariette qui va superviser la construction des décors et des costumes à l'Opéra de Paris. Donc il joue un rôle absolument central dans l'élaboration du projet qu'est Aïda. Il faut bien le comprendre. Et c'est parce que Verdi a pu s'appuyer sur ses connaissances, sur son expertise, sur son professionnalisme, qu'il a peut-être décidé de basculer dans le projet. Ce qui l'a convaincu, Verdi, peut-être en relisant plus précisément le travail qu'avait fait Dulocle, c'est qu'il a dû être saisi par la qualité des informations, l'approche, la qualité de l'approche d'Auguste Mariette, incontestablement. C'est un des éléments qui ont fait basculer Verdi dans le montage du projet. Mais il y a d'autres explications qui font que Verdi a décidé d'écrire son opéra Aïda, même s'il a mis de temps avant de se lancer dans le projet. Il y a non seulement l'expertise de Mariette, je viens de le dire, mais il y a aussi le contexte artistique et culturel de l'époque, et notamment musical. On sait qu'à l'époque, ce sont les colonies, et qu'il y a une forme de tropisme pour tout ce qui est oriental. Et on le retrouve dans les arts, et notamment dans le domaine musical. Quand on regarde par exemple l'opéra de Massenet, Hérodiade ou Thaïs, quand on regarde par exemple Samson et Dalila de Saint-Saëns, et on pourrait citer d'autres exemples de, par exemple aussi l'Acmé de Delibes, etc., etc., etc. Les chants Donc en d'opéra, fait, quoi. Verdi a très bien compris que la période était extrêmement propice à ces sujets orientaux d'une certaine façon, les charmes de l'Orient, en quelque sorte. On est dans un contexte artistique qui est extrêmement propice. Et puis, il y a une autre raison. Je dirais quatre autres raisons qui font que Verdi décide de se lancer dans l'aventure d'Aïda. Et ce que je vais vous dire là s'applique dans quasiment toutes les œuvres de Verdi. Toutes ces thématiques dont je vais parler structurent l'œuvre verdienne. Et ça, c'est absolument fascinant. Ça donne une cohérence totale au projet verdien. Il ne vous aura pas échappé, j'ai suffisamment insisté sur le fait qu'Aïda se situe dans un contexte militaire. Eh oui, souvent chez Verdi, nous sommes dans un contexte militaire. L'opposition entre deux peuples. Alors souvent, ici, ce n'est pas totalement clair, un peuple opprimé, un peuple qui l'est moins, mais pour autant, un peuple occupé et se renvoie l'idée toujours sous-jacente de la nécessité de se battre pour conquérir sa liberté. Et vous voyez où je veux en venir, au Risorgimento italien, Verdi étant une figure symbolique du Risorgimento. Et donc, souvent, Verdi fait le choix de ses œuvres où il est question de liberté, de faire triompher la liberté par rapport à l'oppression. Ça, c'est un premier élément absolument fondamental. Autre thématique centrale chez Verdi, qu'on retrouve quasiment tout le temps, l'omnipotence du religieux. Je dis souvent que Verdi était un bouffeur de curés, mais c'était quand même un mystique, qu'on le veuille ou non. Voilà, il n'était pas insensible à la métaphysique, mais il y avait toujours ce souci de montrer le pouvoir spirituel qui prend le pas sur le pouvoir temporel. Et ça, c'est saisissant, et c'est pourquoi je vous ai dit que 2 ans auparavant, il écrit Don Carlos. Parce que dans Don Carlos, on a typiquement cette omniprésence du religieux avec l'Inquisition. Et incontestablement, quand on écoute Aïda et qu'on a dans l'oreille Don Carlos, eh ben, on voit qu'il y a des similitudes, pas seulement au niveau thématique d'ailleurs, mais au niveau musical. C'est saisissant. Je pourrais vous citer 2 ou 3 exemples où, en réécoutant Aïda, je me suis dit, mais tiens, j'ai l'impression, je pense à quelque chose, et notamment, j'ai pensé à Don Carlos. Donc il y a une filiation dans l'omniprésence, la puissance du religieux et la façon dont cette puissance opprime les individus. Et il y a un parallèle à trouver entre le grand inquisiteur et Ramphis, incontestablement, même si la toute-puissance de l'inquisiteur est encore plus forte dans Don Carlos, mais incontestablement, le pouvoir du religieux dans Aïda est très réel et très présent. Donc, deuxième thématique absolument centrale. Troisième thématique que l'on trouve
la plupart du temps dans les œuvres de Verdi, le rapport père-fille. J'en parle souvent, mais je le redis. Pourquoi? Parce que, une nouvelle fois, Verdi a connu un drame familial. Il a perdu deux enfants en bas âge. Ils avaient chacun un fils et une fille qui avaient 1 an et demi, chacun quand il les a perdus. Puis il a perdu sa femme, donc c'est terrible. Enfin, il a vécu une période absolument terrible, hein, et il ne s'est jamais remis de la perte de ses enfants, et notamment de sa fille. Et donc, à chaque fois, on retrouve dans ces opéras cette relation particulière entre le père et la fille, qui donne lieu souvent d'ailleurs à des duos absolument admirables. Alors j'allais citer Traviata, ça tombe mal, parce que dans Traviata, Germont n'est pas le père, mais ce qui était censé être le futur beau-père. Mais pour autant, Simon Boccanegra, par exemple, il suffit d'avoir Simon avec Marie, et on trouvera d'autres Rigoletto, par exemple, également, etc., etc. Ici, nous avons Amonastro et Aïda, et de façon un peu plus faible, le roi et Amnéris. Mais c'est surtout le duo entre Amonastro et Aïda, le rapport père-fille. Dernière thématique centrale qui inspire Verdi, c'est l'opposition entre les intérêts publics et les intérêts privés. Les personnages sont toujours dans un conflit intérieur entre leurs propres intérêts et des intérêts qui les dépassent, intérêts patriotiques, nationaux, du pouvoir, etc. On le voyait, Philippe II, doit-il ou non sacrifier son fils, Carlos? Problème, parce que tout simplement il l'a trahi. Ben là, on a Haïda, qui est partagée entre quoi? Son amour privé pour Adamès, et puis quelque chose qui la dépasse, qui est le patriotisme, hein, l'amour de son pays, qu'est l'Éthiopie. Et donc, elle est prise entre ces deux contradictions. On a toujours, pas toujours, souvent, cette contradiction chez Verdi, et c'est ce qui fait souvent d'ailleurs la grandeur de ses opéras. Voilà, tout ça, vous l'aurez compris, beaucoup d'arguments, beaucoup d'explications pour justifier le fait que Verdi se soit lancé dans l'entreprise Aïda. Alors là, maintenant, musicalement parlant, qu'est-ce qu'en fait Verdi? Ben, Verdi, en fait, ne va rien inventer. Il va recycler des formes, mais il va le faire de façon géniale, comme Mozart l'avait fait avant lui, etc., comme les grands compositeurs. Il va synthétiser deux formes. La forme du grand opéra romantique à la française, hérité de Meyerbeer, il en connaît tous les codes. N'oublions pas que il a écrit J'y reviens 2 ans auparavant, Don Carlos, grand opéra romantique s'il en est. Il avait écrit également Les Vêpres siciliennes pour l'Opéra de Paris, grand opéra romantique, il en connaît tous les codes. On retrouve euh, sujet historique, grande masse orchestrale, chorale, on va y revenir, dimension spectaculaire, grand sentiment, grande voix, tous les éléments y sont. Et également le ballet. Et il y a plusieurs passages dansés d'ailleurs. Il n'y a pas qu'un ballet, il y a plusieurs passages dansés. Dans Aïda, il joue donc pleinement le jeu du grand opéra romantique. La seule différence, c'est que le grand opéra romantique est en 5 actes d'habitude, alors que là, c'est en 4 actes. Pourquoi? Parce que Aïda n'est pas seulement un grand opéra romantique. Il est également un grand mélodrame italien. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une synthèse de la sensibilité italienne et de, si je puis dire, des codes de l'opéra français. Et les deux, synthétisés, nous donnent tout simplement Aïda. Alors, là où Verdi est génial, c'est que comme il va combiner les deux sensibilités, ben on va avoir quoi? C'est un opéra très divers où, d'un côté, et ça vous le savez tous, il y a de grandes scènes spectaculaires, scène du triomphe par exemple, bien sûr, la scène du temple aussi, du couronnement de Radamès, etc. Et j'en passe, des grandes scènes spectaculaires. Et puis, de l'autre, des scènes intimistes, l'acte du Nil au troisième acte, par exemple, qui est une illustration parfaite de ça, hein, des scènes intimistes. Et donc, l'opéra balance en permanence entre spectaculaire et intime. Voilà. Donc, c'est dans ça que un opéra qui peut toucher toutes les sensibilités, et c'est ça qui fait la variété d'Aïda. Et donc, du coup, qu'est-ce que va faire Verdi? Eh bien, comme il adapte c'est un effectif instrumental, si je puis dire, son orchestre, a ses nécessités théâtrales, puisque Verdi a toujours dit je suis d'abord et avant tout un homme de théâtre. Je voudrais qu'on se souvienne de moi comme ça, pas comme un compositeur, un homme de théâtre. Donc, il adapte son effectif
en fonction de ce qu'il doit, si je puis dire, illustrer. Donc, il part d'un effectif orchestral assez dense pour Verdi, parce que souvent l'effectif orchestral verdien est moins dense que ce qu'il propose en Haïda. On a un effectif d'à peu près 80 musiciens dans la fosse, avec en plus pupitre des bois par trois, sauf basson, mais sinon les trois autres pupitres par trois, quatre corps, deux trompettes, quatre trombones, ce qui est quand même assez fini, quatre trombones, et puis tout un arsenal de percussions. Donc, un effectif assez dense. Et bien sûr, Verdi va s'appuyer sur cet effectif pour tout simplement illustrer les grandes scènes spectaculaires, scènes du triomphe, etc. Il va s'en donner à cœur joie et ça fonctionne remarquablement bien. Mais Haïda n'est pas que ça. Alors je sais bien qu'Aïda, on le donne souvent dans les arènes, parce qu'on retient cette dimension-là. Mais comme je vous l'ai dit, il y a l'autre dimension qui est absolument fondamentale aussi chez Verdi. Parce que Verdi n'est pas univoque. Il traite d'un sujet avec sa dimension spectaculaire et sa dimension intimiste. Et cette dimension intimiste est absolument fondamentale. Elle fait peut-être même, plus que les scènes spectaculaires, la grandeur de l'œuvre. Elle révèle combien Verdi, contrairement à ce qu'on a pu dire, est un grand orchestrateur, ou en tout cas, la période Aïda et puis ensuite Othello et Falstaff, on voit qu'il a parfait son art instrumental et déjà dans Aïda, il montre combien il a évolué et qu'il est capable d'avoir un orchestre, si je puis dire, ambitieux. Et donc, dans les parties intimistes, on a une très grande subtilité d'approche. Certains critiques d'ailleurs qualifient la musique verdienne d'impressionniste. Voilà, immense subtilité. Et notamment cette subtilité pour décrire quoi? Ben, les charmes de l'Orient, les charmes sorcelants de l'Orient, bien sûr, hein, avec notamment ce hautbois utilisé dans l'air du Nil d'Aïda, etc. On a ça, donc cette subtilité, cette délicatesse, cette sensualité aussi, parce qu'il y a une dimension extrêmement sensuelle dans ces passages. Donc on voit bien qu'on est dans deux climats différents. Je dirais presque un climat lumineux et puis un climat plus nocturne. D'ailleurs, la scène du Nil, un climat plus nocturne, quelque chose de plus mineur en quelque sorte. Et tout ça permet un merveilleux équilibre d'Aïda. Et quand je parle de ces subtilités, les subtilités d'approche de Verdi, eh ben, il est symbolique de constater, je vous en ai parlé tout à l'heure, que l'opéra se termine par un murmure. Ça ne se termine pas sur quelque chose de tragique, de spectaculaire, pas du tout. Ça se termine, si je puis dire, sur le souffle. Hein. Ils sont, les deux personnages que sont Aïda et Radamès sont à fleur de peau, sont à fleur d'âme. Cette symbolique est admirable. Verdi, là, signe son œuvre en disant, regardez comment je termine. Je termine là, sur un souffle. Et c'est ça qu'il faut retenir de l'œuvre. Bien sûr, les scènes spectaculaires, on ne crache pas dessus, elles sont formidables, elles sont très bien écrites. Mais, incontestablement, le génie de Verdi se trouve dans le troisième et le quatrième acte, lorsque nous sommes dans ces scènes qui sont profondément intimistes. Alors, je vous ai parlé des charmes de l'Orient. Parce que ce qui est important, c'est de comprendre que Verdi poétise le réel. Comme tous les grands compositeurs, il poétise le réel. Bon. Pourquoi je vous dis ça? Parce que on dit souvent, bah, voilà, Verdi a, comme souvent les compositeurs, quand ils essaient de traduire justement les charmes de l'Orient, ils font, ils copient, c'est-à-dire qu'ils essaient de faire de l'oriental sans être véritablement oriental. Qu'est-ce que dit Verdi? Ben Verdi dit, moi je ne cherche pas à reproduire le réel, je cherche à l'inventer, ce qui est beaucoup plus important. J'invente le réel, ou je réinvente le réel. De sorte que sa musique est profondément stylisée, mais elle est profondément verdienne. Il n'y a rien, quand on regarde le détail instrumental, il n'y a rien d'authentiquement oriental. Il y a juste une façon extrêmement habile, à travers l'utilisation d'instruments spécifiques, de couleurs instrumentales spécifiques, à travers un travail sur l'harmonie, il y a cette façon de donner l'illusion qu'on est en Orient, ce qui est très différent. Il est donc, la musique reste authentiquement verdienne. Et quand je dis qu'elle est authentiquement verdienne,
Euh, je le dis parce que à un moment donné, Verdi s'est essayé, il a demandé à un facteur milanais de lui concevoir 6 trompettes en mode antique. Et lorsqu'il a entendu la sonorité de ces trompettes, il n'a pas du tout été convaincu. Et il a abandonné. Au départ, il avait cette idée presque d'ethnomusicologue en disant ben, je vais essayer dans mon orchestre de proposer des sonorités qui seraient calquées sur la sonorité des instruments de l'époque et de leur provenance géographique. Et finalement, il s'est aperçu qu'il n'avait aucun intérêt à le faire parce que ces sonorités ne lui convenaient pas. Et donc, c'est la raison pour laquelle on parle de stylisation et une façon de réinventer, si je puis dire, le réel. Quoi qu'il en soit, Haïda est authentiquement verdien. Parce que certains ont pu dire que Haïda avait un côté wagnérien. On l'avait déjà dit pour Don Carlos. Pourquoi? Gros effectif orchestral. Il utilise aussi des motifs conducteur, mais il ne systématise pas comme Wagner, c'est-à-dire que c'est pas systématique, c'est de temps en temps, qui renvoie à un personnage, qui renvoie à un sentiment, mais il le fait de façon extrêmement modérée et jamais de façon systématique. Donc en raison de ça, on a dit Verdi est wagnérien. Oui, non, il est authentiquement verdien. Parce que si on dit qu'il est wagnérien, on va dire aussi qu'il est debussiste, dans toutes les subtilités qu'il propose dans un deuxième temps. Donc, à force de trouver de nombreuses ressemblances ou de nombreuses sources, on n'en trouve aucune. Et incontestablement, quand on écoute Haïda, on entend d'abord et avant tout un opéra de Verdi. Et on l'entend non seulement dans l'orchestre, qui, je le répète, est authentiquement verdien, mais on l'entend dans la voix. Et ça, c'est capital, j'insiste là-dessus. Ce qui est génial chez Verdi, c'est que dans son écriture pour la voix, il fait 2 choses. Il assume l'héritage belcantiste, il reste authentiquement un Italien et donc il assume cet héritage Rossini, Bellini, Donizetti. Et puis en même temps, il fait évoluer la voix vers quelque chose de plus dramatique, de plus héroïque, de plus romantique. Et je crois qu'il est le seul à parvenir à cet fragile euh, équilibre entre, d'un côté, l'élégance belcanti, c'est-à-dire le chant de Verdi n'est jamais vulgaire, jamais. Il est toujours tenu, quels que soient les sentiments qui sont exprimés. Et si puis me permettre, excusez-moi, tout gueulard doit être proscrit de l'opéra verdien. On doit chanter toujours avec élégance. Regardez, quand Tézier chante l'italien, la façon dont il le chante, le français aussi, mais il chante l'italien comme il chante le français, avec cette élégance-là. Toujours la tenue de la ligne, toujours le legato, toujours le sens des nuances, mais en même temps, cette tenue-là, cette gangue-là, si je puis dire, belcantiste, mais on doit également, à partir de cette technique belcantiste, arriver à plus de dramatisme, c'est-à-dire à être en phase avec les sentiments et la passion des personnages. Donc, en même temps une technique belcantiste, mais en même temps aussi une capacité à restituer la dimension théâtrale et dramatique. Et c'est la raison pour laquelle il est très compliqué de chanter Aïda. Très compliqué. Parce que ce soit pour le personnage d'Aïda, soprane, que ce soit pour le personnage de Radamès, qui est donc ténor, que ce soit pour Amnéris, la grande mezzo Amnéris, il faut avoir cette capacité d'alléger son timbre, de l'alléger quand il le faut, de retrouver l'esprit belcantiste, tout en étant capable dans les scènes spectaculaires de pouvoir parser l'orchestre, donc d'avoir une projection souveraine et dramatique, une puissance dans le médium, dans le grave et dans l'aigu. C'est en ça qu'il est très compliqué de chanter Verdi, parce qu'il faut toujours avoir les deux, la tenue, l'élégance, et puis de l'autre côté, la puissance dramatique, si je puis dire. Autre élément que je ne vous ai pas dit, mais qui est très important, qui fait aussi le succès, me semble-t-il, l'accomplissement d'Aïda, qui est une des œuvres les plus géniales de Verdi. C'est qu'il avait déjà préparé le terrain dans Don Carlos, mais on le retrouve dans Aïda. Verdi a toujours eu ce souci, alors on l'a aussi qualifié de wagnérien, ce qui est une absurdité, de l'unité dramatico-musicale. Toute sa vie, il a
essayer de dépasser le cadre très strict de la succession de récitatifs, d'airs, de duos, d'ensembles, de chœurs, etc., les opéras à numéros, pour créer une parole extrêmement fluide et unifiée. Et ce qui est génial dans Aïda, c'est que on voit bien quand on décortique. Qu'est-ce qu'on constate? On se dit, quand on sort d'Aïda, on se dit, c'est un opéra pour les voix. Certes. Et certains vous diront, il y a de grands airs. Faux. Il n'y a pas de grands airs. L'air, dans sa pure tradition, avec un éché finalement très symétrique comme ça, très, très travaillé, où on sent qu'il y a une reprise, ça, vous le trouvez qu'à deux reprises. Deux. Une romance pour Adamès au premier acte et une romance pour Aïda au Mia Patria. Patria Mia. Deux romances. Sinon, qu'est-ce que vous avez à côté de ça? Donc deux airs. Vous avez de grands monologues saisissants de vérité, un grand monologue d'Aïda, extraordinaire, et Ritorna Vicintor, etc., juste après. Et puis vous avez ce grand monologue fascinant d'Amnéris, face où elle tente de convaincre les prêtres. Grande scène, ce qu'on appelle des scènes, immenses scènes. Et sinon, qu'est-ce que vous avez? Vous avez sinon des duos, beaucoup de duos. Tout le troisième acte est construit autour de duos. Et sinon, vous avez des scènes d'ensemble. Pourquoi tout ça? Ben, tout simplement par souci d'unité dramatico-musicale. Il a compris déjà dans Don Carlos que pour arriver à enchasser les parties chantées dans les parties récitatives, ce qu'il appelle lui-même la parole scénique, qu'il était important de mettre de côté les airs qui suspendent l'action et d'intégrer plutôt quoi? Ce qu'on appelle des ariosies, c'est-à-dire des petits airs mais qui sont à mi-chemin entre le récitatif et l'air, et des duos qui permettent comme ça cette continuité, cette fluidité musicale, cette fluidité dramatique. Et donc en fait, Aïda, c'est l'opéra des duos. Ça n'est pas l'opéra des airs, comme l'était Don Carlos 2 ans auparavant. Notez les duos, il y en a un nombre absolument colossal. Les grands moments sont des duos. Voilà. Dernier élément que je voudrais souligner, capital, génial chez Verdi aussi, c'est la maîtrise des masses. On parle souvent opéra spectaculaire. Oui, c'est génial, opéra spectaculaire. Sauf que quand vous avez une scène de foule, avec les chœurs omniprésents, j'y reviens pas, vous le savez. Bon, vous avez les personnages qui sont là aussi. Vous allez avoir les personnages principaux. Vous allez avoir les prêtres. Parfois, vous avez même les prêtres, etc. Vous allez avoir des tas de personnes sur scène. Extrêmement compliqué d'organiser ces masses sur le plan auditif, c'est-à-dire sur les plans sonores. Et que va faire Verdi, qui est génial, c'est justement travailler à l'imbrication de ces plans sonores, de faire en sorte que jamais on ait le sentiment de confusion, mais toujours de pouvoir identifier la provenance, la source. Toujours, c'est absolument capital. Un exemple, la spatialisation du son. Verdi a pensé dans Aïda la spatialisation du son. Par exemple, typiquement dans la scène du temple où Radamès est couronné, si je puis dire, devient général en chef, que se passe-t-il? Vous avez des prêtresses qui sont en coulisses, alors que les prêtres, eux, sont sur scène. Du coup, ça crée, en quelque sorte, hein, une sorte de presque dimension stéréo, hein, mais en tout cas, à chaque fois, on parvient à identifier la source sonore et à différencier les intervenants dans la scène globale. Ça, c'est une des grandes réussites d'Aïda. Jamais jusqu'à présent, Verdi n'avait été capable de proposer à ce point d'accomplissement une scène de foule, en quelque sorte. Et ça, c'est capital. Voilà, vous aurez donc compris que l'œuvre est géniale. On n'y revient pas pour toutes les raisons que j'ai évoquées. D'ailleurs, ça ne manque pas, même les contempteurs de Verdi, et il y en a, hélas, les critiques, tout ça, contempteurs de Verdi, commencent à considérer l'œuvre verdienne en disant œuvres géniales, finalement presque à partir d'Aïda. C'est-à-dire que souvent on cite Othello, Falstaff, les deux dernières, on dit que ce sont les grands chefs-d'œuvre verdiens, et on intègre quand même Aïda. Pourquoi? Parce qu'on dit l'orchestre aussi. C'est-à-dire que non seulement les voix, comme toujours chez Verdi, mais l'orchestre, sophistiqué, etc. Il y a un vrai travail sur l'orchestre, de sonorité, d'ampleur, etc., que certains, je le répète, qualifieront de wagnérien, mais qui fait que, voilà, l'œuvre est prise au sérieux
en raison aussi de cette dimension musicale, pas seulement dramatique, mais aussi musicale. Voilà ce qu'on peut dire sur Aïda. Alors, qu'en fait Shirin Neshat? Alors, Shirin Neshat, je le rappelle, c'est une metteuse en scène, elle est plasticienne, elle est vidéaste, photographe, iranienne. Elle est née en 1957. On ne peut pas comprendre Shirin Neshat si on ne connaît pas son parcours personnel et notamment ses origines. En fait, Neshat est née à l'époque du Shah d'Iran, dans une famille qu'on pourrait qualifier de bourgeoise. C'est-à-dire, on lui a inculqué très tôt ce qu'on pourrait qualifier de valeurs occidentales, notamment l'égalité, homme-femme, etc. Toutes ces grands principes, elle les a intégrés de par son éducation. Sa famille avait de l'argent, elle part donc à New York pour faire des études artistiques et elle revient en 1990. Sauf qu'entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un changement de régime en 1979, c'est l'ayatollah Khomeini, etc. Ce sont les mollahs qui ont pris le pouvoir. Et là, un choc d'une certaine façon culturelle pour Shirin Neshat, et tout son parcours artistique va être marqué par cette réflexion, le statut de la femme dans la société musulmane. Codes sociaux, codes religieux, etc. Très important pour elle. Comment, quelle est la place de la femme dans cette société-là? Et bien évidemment, toute une réflexion aussi sur l'exil, parce que l'exil, elle l'a connu, et l'oppression, etc. Voilà. Donc tout son travail est marqué de cette thématique-là. Et donc, au départ, quand Salzbourg lui a proposé en 2017 de mettre en scène Aïda, au départ, elle était convaincue que c'était un péplum. Péplum classique, tel que... Bon, vous voyez pas pourquoi on lui posait la question. Qu'est-ce que moi, mon parcours, pourquoi justifier, comment justifier le fait qu'on me demande à moi, Shirin Neshat, de travailler sur Aïda? Et puis finalement, elle a réfléchi et elle s'est aperçue justement que, oui, bien sûr, le sujet lui parlait. La condition d'Aïda, la condition de la femme, bien sûr, l'exil, bien sûr, la notion d'exil, puisqu'elle est éthiopienne, esclave, donc au sein en plus d'une structure qui est une structure religieuse, qui est celle, j'allais parler des grands prêtres, Ramphis, etc. Et elle a la nostalgie de son pays, qui est l'Éthiopie. Donc, c'est par ce prisme-là, le prisme de la condition de la femme, de l'oppression religieuse, mais aussi de l'exil, qu'elle a décidé de travailler, de développer son projet d'Aïda. Et ça donne la mise en scène que vous allez découvrir donc à l'Opéra de Paris. Alors, on peut considérer, si on regarde la scénographie, mais je vais vous passer ensuite un extrait. La scénographie est plutôt classique, en tout cas assez simple. C'est un grand bloc comme ça, un grand cube, qui parfois se sépare en deux et qui est posé sur un plateau tournant. Voilà, très simple, un grand bloc blanc qui se sépare en deux parfois, sur lequel il y a des projections d'images et donc qui est sur un plateau tournant. Donc la scénographie est très épurée. Elle est habillée de quoi? D'images, beaucoup d'images, parce que, je vous l'ai dit, Shirin Neshat est photographe, vidéaste, donc elle a utilisé des images de son propre travail pour illustrer, je le répète, l'oppression, l'exil, etc. J'y reviens pas, vous le découvrirez. Bon. Et puis, les costumes sont des costumes stylisés, de facture plutôt classique, en tout cas, voilà, qui ne choque pas le regard, je dirais. Donc, il y a cette dimension qui est entre le décor minimaliste et les costumes plutôt stylisés, plutôt beaux, a un côté un peu, j'allais dire, conservateur, en tout cas plutôt traditionnel. Et puis, de l'autre, il y a toute la réflexion politique, elle, résolument ancrée dans une réalité politique d'aujourd'hui. Réflexion, je vous l'ai dit, autour du pouvoir, présence symbolique des mollahs à un moment donné, l'omniprésence du religieux, l'oppression religieuse, l'exil, etc., etc. Donc, c'est une mise en scène qui balance en permanence entre, je dirais presque, la tradition et la modernité. Voilà. Alors, je vais vous passer, on va parler ensuite de la distribution, je vais vous passer un extrait. Vous verrez Shirin Neshat qui parle, en fait le trailer qui a été utilisé par Salzbourg je crois que c'était 2017 ou 2022. Ça vous permettra, pour ceux qui n'ont pas vu les photos sur le site de l'Opéra, de vous faire une idée un peu de ce qu'est le visuel et de ce qu'est la production de Shirin Neshat. Alors, on va l'entendre en anglais, ceux qui comprennent l'anglais, mais l'essentiel pour moi, c'était de vous montrer derrière ce qui défilait pour que vous ayez une idée de la production. Voilà. Alors, sachez une chose, je vous le dis d'emblée parce que les critiques ont beaucoup commenté ça, c'est que, alors elle a pris quelques libertés avec le livret.
Je ne vous le dis pas, vous le découvrirez pour ceux qui n'ont pas lu les critiques, deux ou trois petites comme ça libertés. Mais surtout, sachez qu'il y a trois précipités. La critique en a beaucoup parlé, qui ne justifie pas un changement de décor, donc c'est un choix de metteuse en scène, mais trois fois le rideau tombe, avec des choses qui se passent sur scène, vous verrez, mais vous avez trois précipités. Voilà, je n'en dis pas plus. Voilà, alors je vais vous passer, on va parler d'abord de la distribution, et puis ensuite on parlera, alors voyons voir, J'ai, voilà. Est-ce que vous voyez le PowerPoint? Oui, oui. Très bien. Alors, je vous ai juste, vous aurez vu que dans AIDA, il y a deux distributions, mais je vous ai bien évidemment indiqué celle du 4 octobre, hein, la date à laquelle vous allez. Donc, c'est Michele Mariotti qui dirige. Donc, c'est un chef italien qu'on connaît bien, Mariotti. Il avait notamment dirigé Aida en 2021, la précédente production qu'on a donnée, signée Lotte de Berre, qui a été donnée sans public puisqu'il y avait le Covid à l'époque. Ça a été juste retransmis sur Arte Concert. C'était une distribution phénoménale. Il y avait notamment Kaufman, il y avait Tézier, il y avait notamment Tania Yoncheva. comment? Non, c'était pas Yoncheva, c'était l'autre. Non, non, il y avait Oui. Radvanovski et Radvanovski. Voilà. Donc c'était une superbe distribution et c'était Mariotti qui dirigeait déjà le Haïda en 2021. Alors, dans la distribution, nous aurons Sayoa Hernandez. Alors, Sayoa Hernandez, on la connaît bien. C'est une soprane de mémoire, elle est espagnole et elle a déjà chanté chez nous dans Tosca en 2022. Une belle artiste. Radames Piok-Becala, qu'on ne présente plus, immense ténor polonais qui était notamment notre Lohengrin, formidable Lohengrin. Améris Evmo Dubo, formidable mezzo française, qui a déjà été, qui était dans la production d'Hamlet d'Ambroise Thomas et qui était aussi Fricka dans l'Or du Rhin. Extraordinaire, Evmo Dubo. Amonastro, écrit pour baryton, Roman Burdenko, baryton russe, et qui était notamment dans le triptyque. C'est lui qui était dans Il Tavarro, donc formidable baryton. Les deux autres, le roi Christophe Baxic, il était donc Lorenzo dans les Capulet et les Montaigu en 2022, c'est une basse, et Ramchis, Alexander Kopecsi, qui est un baryton basse roumano-hongrois qui fait ses débuts à l'Opéra de Paris. Il a une petite particularité, si je vous dis ça, c'est parce que vous allez souvent le voir sur les plus grandes scènes internationales. Il a la particularité à l'heure actuelle d'être monsieur Netrebko à la ville. Il est le nouveau compagnon d'Anna Netrebko. Donc, je pense qu'il sera souvent distribué un peu partout. Alexander Kopeczi. Voilà, alors je vous propose, si vous voulez bien, deux choses, si nous avons un peu de temps, si vous avez un peu plus de temps, mais je trouve que c'est intéressant d'abord, donc le document avec Shirin Neshat, et ensuite un petit bonbon pour la route, si je puis dire. Mais j'ai trouvé sur YouTube la scène extraordinaire, le duo entre Amneris et Radames, où elle essaie de le convaincre d'avouer pour éviter la mort. Et en fait, c'est une captation audio de 2022 avec Ève Modubo et Piotr Bekchala. Et la scène est saisissante. Et pourquoi c'est intéressant? Puisque c'est eux que vous allez entendre. Donc, 2 minutes, je vous ferai écouter 2 minutes de ce grand duo, parce que notamment Hubo est absolument incroyable dans cette scène d'Amnéris. Alors, je vous passe d'abord, si vous voulez bien, le document avec Shirin Neshat. Vous me dites si vous entendez le son, si vous n'entendez pas. C'est bon? C'est bon? The conceptual and narrative quality of Aida, it couldn't be more close to the way in which I address the question of power, religion, an individual who is somehow conditioned by the society one way or another.
I think it's also a very relevant story to the time that we live in and how vulnerable we all are. I feel very connected to the whole story, and not necessarily just to the character of Aida and her plight as a woman in exile, but also Amneris and also Radames, in the way that each one of them are conflicted between different directions and different tendencies as human beings. I thought it would be very interesting to see how each one of the characters, as they face the reality of people of power and religion and duties and loyalty and nationalism, whether it's Aida in respect to her people in Ethiopia or Radames in relation to the Egyptian people and army, there's always this conflict between what your rational mind says, what your conscious mind says, versus what your irrational and your subconscious mind wants. And I'm very interested in that and how every one of us are always inundated and divided between our more emotional and yet rational minds. And I think this just makes the story more complicated and more complex. Voilà, donc pour cet extrait, je vous passe rapidement donc un extrait de ce duo entre Amnéris et Radames. Donc c'était capté en 2022 au Festival de Salzbourg. C'est Alain Altinoglou qui dirige l'orchestre. Euh, Giorni che più non la vedrai. Ma posso? A lei rinunzia per sempre. E tu vivrai. Non posso. Ancora una volta. A lei rinunzia. E non pensare. Voilà cet extrait saisissant, ce duo entre Amnéris et Radames, entre Ève Maudubo et Piotr Pekchala.
voilà, ben si je suis à l'écoute de vos questions, si vous en avez. Merci Bruno, c'était passionnant comme d'habitude. On voit bien que c'est une œuvre qui vous plaît. Et bon, et très naturellement, c'est effectivement un des chefs-d'œuvre de l'opéra, et qui est évidemment chargé de contraste, hein, comme vous l'avez dit, hein, puisqu'on a à la fois d'un côté les fameuses trompettes d'Aïda, hein, 1,20 m, créées par Monsieur Sachs pour la circonstance, Mhm. et puis de l'autre côté, des pianissimi absolument incroyables. Mhm. Ah, des 4P, bon voilà, des choses, on a des normes, ce que vous soulignez très justement tout à l'heure sur la difficulté de trouver des chanteurs qui soient capables à la fois de passer l'orchestre et Mhm. de faire des pianissimi où on a l'impression de. Ah, voilà, enfin, Palpable, bien sûr. c'est du Ah Bellini, oui, quoi, hein. oui, oui, Voilà, bien sûr, bien sûr. c'est Bellini plus Extrêmement Wagner. compliqué. Voilà. Ouais. Non, non, Donc, mais c'est extrêmement compliqué de distribuer. Verdi, très compliqué à distribuer, hein, quand on veut vraiment bien le chanter. ouais, Finalement, c'est le paradoxe d'ailleurs, parce que c'est un compositeur qu'on donne partout dans le monde, et pour cause, tant ses opéras sont géniaux. Mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'à l'heure actuelle, autant on avait un vivier de chanteurs verdiens, est-ce qu'on l'a toujours? Ça, c'est la grande question. Parce que justement, il faut toujours rappeler que d'abord et avant tout, le chant verdien est un chant belcantiste, et que la technique belcantiste, ça s'apprend, ça doit se maîtriser, c'est long, c'est ardu. Et voilà, il faudrait normalement typiquement des chanteurs belcantistes pour chanter Mamaïda. Alors après, qui est capacité dramatique, mais toujours cette technique belcantiste, toujours, il faut l'avoir. Sinon, on passe à côté de Verdi. On passera définitivement à côté de Verdi. ouais, Très ouais. compliqué. Non, c'est pour ça que c'est toujours intéressant d'écouter les Leontyne Price, et autres, hein. Ou alors encore le plus ancien, les Redberg, qu'on peut retrouver sur. J'ai écouté l'autre jour justement sur un disque d'extrait, donc Elisabeth Redberg, qui était la grande Aïda du Métropolitain dans les années 20. Mhm. C'est incroyable, c'est absolument Ouais. incroyable. Mhm. Il y a toute la technique belcantiste, le souffle, le legato, Mhm. bon, enfin, et la puissance pour. Enfin, je veux dire, c'est absolument extraordinaire. Et il y en a une plus récente, Price, c'était extraordinaire aussi, Leontine Price. Oui, je parlais de Léontine Price tout à l'heure. Pardon? Au début, j'ai parlé de Léontine Price, Ah et pardon, ensuite, j'avais pas autant pour moi, je l'avais non, pas pardon. autant pour moi. Non, Ah, non, Leontine Price, Léontine c'était Price qui était la extraordinaire. grande, pendant 2 décennies, l'Aïda, et quand on remonte un peu, en faisant un petit peu d'archéologie musicale, donc j'ai écouté Elisabeth Redberg, qui est absolument Ouais, phénoménale. ouais, ouais. Et la technique, hein, il n'y a rien à C'est la faire, hein. technique, La c'est la technique. technique. La technique. Rien à faire. C'est la technique. Et c'est vrai que Hmm. c'est pas très évident de trouver. C'est difficile le bel canto, hein. Bah, Vous avez des en fait, travail. ce qui est compliqué au-delà ce qui est compliqué, c'est quoi? C'est qu'on chante dans des salles de plus en plus grandes. Oui. C'est-à-dire que la difficulté pour un chanteur maintenant, c'est d'avoir une projection souveraine. Parce qu'on est dans des salles qui sont grandes, et on doit passer un effectif orchestral qui est ce qu'il est, dans Aïda notamment, qui est ce qu'il est, tout en conservant cette tenue. Ça, c'est ce qu'il y a de plus redoutable. Et on va, parfois certains chanteurs voient la facilité, c'est-à-dire à la puissance, parce qu'ils savent très bien que c'est très rémunérateur. Un public qui n'a pas forcément l'oreille va être très sensible, rendre un timbre comme ça, claironnant, un timbre puissant, un timbre charpenté, on va trouver ça génial, et au détriment des nuances, et les nuances sont consubstantielles à l'œuvre de Verdi, toutes les œuvres de Verdi, quelles qu'elles soient. Il y a la nuance capitale, toujours la nuance. C'est évident. C'est évident. Quand vous pensez à Othello, par exemple, qui est pourtant un rôle de ténor redoutable, redoutable, le final d'Othello, là encore, sur le souffle, hein. Un bacio, ça se chante sur le souffle, hein, sur le souffle. Ça ne se chante pas claironnant, ça se chante sur le souffle. Mhm. Ouais. Technique Ah, belcantiste. faut Ouais. effectivement éviter de wagneriser Verdi. Voilà. Mais Verdi n'a rien à voir avec Wagner. D'ailleurs, c'est frappant quand vous écoutez, souvent on l'a taxé, à partir d'un certain nombre d'œuvres, notamment Don Carlos, de wagnérisme, parce que justement il avait un effectif orchestral un peu plus ambitieux. Mais jamais la couleur verdienne est toujours une couleur verdienne. Elle n'a rien de germanique. Elle est profondément italienne. Il n'y a rien à faire. Verdi reste Verdi, c'est fascinant. L'unité de son œuvre, du début jusqu'à la fin, même Falstaff, hein, qui est une œuvre assez originale, c'est une comédie, mais Verdi reste profondément Verdi, tout au long de sa carrière.
tout en absorbant des influences, des choses, en travaillant, tout ce qu'on veut, remettant l'ouvrage sur le métier, mais pour autant en restant profondément lui-même, toujours, jamais se trahir. C'est ça qui est bien. Ah non. Je ne sais pas si les uns ou les autres avaient des questions, je ne vais pas monopoliser la parole. Non? Des questions les uns aux autres, non? Bon, écoutez, Bruno, il nous reste à vous remercier pour cette brillante synthèse, très riche, comme toujours. Bon, mais d'une œuvre que, bon, on voit bien quand vous aimez, hein, quand vous aimez pas, ça se sent encore plus. Mais bon, Oui, manifestement, vous donnez envie d'y aller, comme pour Hagedorn. Du reste, il y a juste titre, hein, c'était sublime. Et ouais. donc, on se réjouit d'aller